de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy, Radio Progenette. Vue de chez nous. Bonjour à tous et bienvenue en Vue de Chez nous. Vue de Chez nous. Vous écoutez Radio Progenette sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Nous vous souhaitons une très belle année 2017 et pour fêter cette nouvelle année, nous aurons plein de nouveautés. Mais eux sont restés Kelvin, Louis, Valentine, Inès, Jeanne, Hugo, Antoine, Margot, Anaïs, Maëlène, Hugo, Charlène et Owen. Ça fait du monde autour de la table. Aujourd'hui, nous parlerons de Cuba, de son passé et de son avenir. Cette émission sera donc rythmée par de la musique cubaine. Antoine nous apprendra même à faire un mojito. Dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéressera à la musique, au cinéma et à la lecture. Hugo nous fera également rire avec ses infos. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 9e émission de Vue de Chez nous. Mais avant de parler de Cuba, je vais vous demander ce que vous avez retenu de ce mois de janvier. Comment va le monde ? Comment va le monde, Kelvin ? Alors moi c'est la gifle infligée à Manuel Valls à l'emballe. Il y a une prostituée qui a été retrouvée ligotée à Rennes dans son appartement. Merci Louis, on ne rigole pas. Moi, c'est l'enfant qui a été ligoté, enfin ses mains et ses pieds ont été ligotés et a été noyé dans la baignoire chez lui. Moi, c'était ce matin, il y a eu une alerte à l'agresseur au couteau qui a attaqué les voyageurs dans le métro parisien. Moi, c'est un petit peu plus joyeux quand même, c'est la victoire d'Armel Lecléac au Vendée Globe. Il a fini premier le 19 janvier dernier. Et moi, c'est l'investiture de Trump qui va se dérouler justement aujourd'hui aux États-Unis et puis qui va nous montrer ce que ça va être. Alors moi, c'est une question qui a été posée par l'Union nationale des lycéens. C'est 62% des lycéens interrogés voudraient abaisser le droit de vote à 16 ans. D'accord, vous voudriez voter ? Voilà. Et pourquoi vous voudriez voter ? Vous avez envie de vous engager politiquement ? Exactement. Moi, c'est Robert Marchand, âgé de 105 ans, qui a réalisé un record de 22 km à vélo en 1 heure. Alors moi, c'est l'actrice qui a incarné la princesse Leia au cinéma qui est décédée à l'âge de 60 ans. Le 25 décembre dernier, une grande partie du corps de l'armée rouge décède lors d'un crash en mer Noire. Et ben moi, c'est le jour d'investiture de Donald Trump aussi. Et moi, c'est la CIA qui a publié pas mal d'anciens dossiers. Moi, j'ai une information qui concerne le lycée Brocéliande d'Aguerre, et même plus largement l'ensemble de la France. Cela fait 3 mois que les terminales, elles, n'ont plus de cours d'anglais. Pourquoi ? Parce que leur professeur d'anglais a de graves soucis de santé. Mais ce phénomène ne concerne pas que Brocéliande. En 2014-2015, selon le ministère de l'Éducation nationale, 2,9 des heures de cours n'ont pas été assurées donc dans le secondaire, c'est-à-dire au collège et au lycée. Pour les longues absences, il existe des enseignants titulaires de zones de déplacement, donc qui sont affectés spécialement pour les remplacements. Alors quel est le problème ? Le problème, c'est que ces absences sont très variables en fonction des périodes. L'organisation est donc très difficile. Le syndicat d'enseignants demande plus de recrutement pour pallier les absences. Cependant, ces nouveaux enseignants pourraient être inoccupés à certains moments de l'année, puisque les remplacements sont très inégaux en fonction de la période. La Cour des comptes proposait en 2013 une nouvelle organisation où le temps de service serait annualisé. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir son bac, il est plus facile d'avoir un prof. Vous êtes d'accord ? Oui. Louis, vous allez nous faire deviner un personnage qui a fait l'actualité. Eh oui. Alors, notre personnage du jour est candidat à l'élection présidentielle de 2017. Il a été désigné le 7 novembre dernier lors d'une primaire organisée dans son parti. Il est également député européen depuis 2009. Attendez là, quelqu'un a la réponse ? Non, c'est pas François Fillon. Hugo ? Non. Il a été directeur des campagnes de Greenpeace France entre 2002 et 2008. C'est pas Mélenchon, ça ? Non, c'est pas Mélenchon. Non, c'est pas Mélenchon. Ah. Hugo ? C'est le secrétaire du parti écologique. Et oui, c'est Yannick Jadot. Yannick Jadot, voilà. Le candidat à la présidentielle du parti Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, c'est ça, voilà. Et nous avons une interview exclusive du candidat à la présidence de la République. Pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle, monsieur Jadot ?
Parce que je veux relancer l'écologie politique dans ce pays, je veux réconcilier, rassembler la famille écologiste, qu'elle soit politique, associative, et que je veux réconcilier au fond les électeurs avec l'écologie politique, avec les projets, les propositions, les solutions portées par l'écologie. Je veux un projet positif pour la France. Et je veux qu'on sorte ce pays de sa déprime et de sa dépression. Au niveau de la crise migratoire, nous considérons qu'il faut une grande politique européenne des migrations qui n'existe pas aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut relancer le projet européen qui est une partie de la solution à nos difficultés. Et puis il faut surtout revitaliser la démocratie française. On voit que, au fond, les Français détestent de plus en plus leurs représentants politiques aussi, parce que ce sont toujours les mêmes qui squattent le business. Ce sera une Europe où on continuera à circuler librement, mais une Europe aussi qui régule la mondialisation et qui protège les Européens du dumping social, du dumping environnemental ou du dumping fiscal. Ce sera une Europe où, au fond, les jeunes seront français, seront heureux d'aller faire leurs études en Pologne, de se marier en Italie et d'avoir des enfants en Grèce. Et justement, c'est l'occasion de rappeler les 30 ans d'Erasmus, donc merci Yannick Jadot. Je vous pose une question de culture G. Qu'est-ce que le bol d'Arménie pour un sculpteur ? Le bol d'Arménie, qu'est-ce que c'est quand vous êtes sculpteur ? Le bol d'Arménie. Vous n'avez aucune idée ? Non. C'est comme un bol de lait ? C'est un outil à lui, c'est un outil du sculpteur. C'est un de ses outils ou pas ? Oui, c'est un de ses outils, mais c'est plutôt qu'un matériau, c'est plutôt une matière. C'est une matière. Ouais, alors est-ce que c'est comme un bol de lait ? C'est une toile ? Ou alors c'est une terre argileuse rouge ? Une terre argileuse rouge. Et oui, le bol d'Arménie est une terre argileuse rouge. Allez, maintenant nous partons pour Cuba. Un peu de musique pour vous mettre dans l'ambiance. A tout de suite sur Radio Broadionet. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. C'était Chan Chan sur RBG. Cuba, un pays qui appartient au passé ou à l'avenir ? Nous allons revenir sur l'histoire de Cuba, puis comprendre comment cette histoire influence toujours ce pays aujourd'hui. Hugo, qui était Fidel Castro ? Fidel Castro, né à Cuba en 1926, fut le leader communiste cubain et le dirigeant de la révolution cubaine. Suite à un coup d'État en 1952, Fidel Castro fait entendre son opposition à la dictature pro-américaine du général Batista. Il se fait alors emprisonner. Après 2 ans de guérilla de 1958 à 1959, Castro parvient à provoquer la fuite de Batista et s'installe alors au pouvoir en 1959. C'est alors qu'il se rapproche du Parti communiste cubain. Fidel Castro nationalise les grandes entreprises et interdit le libre commerce. Les États-Unis instaurent un embargo contre Cuba. La pauvreté et la pénurie s'installent tandis que l'émigration vers les États-Unis explose. L'aide de l'URSS est alors nécessaire pour éviter la famine généralisée. Fidel Castro décède le 25 novembre 2016 à 90 ans. Et pour toi, Fidel Castro était important ? Bah oui, c'était une figure emblématique du Cuba. Et les Cubains avaient-ils raison de pleurer Fidel Castro ? Hugo ? Bah, c'est pas s'ils avaient raison ou pas, c'est qu'ils n'avaient pas trop le choix de le pleurer ou de pas le pleurer. C'est que avec la politique assez dure, même la dictature qui est mise en place à Cuba, c'est que même les Cubains qui ne voulaient pas aller qui ne voulaient pas. Aidez-moi à trouver le mot. Voilà, l'enterrement, c'est pas vraiment un enterrement, c'était une cérémonie. Qui se réjouissaient de sa mort, ne pouvaient pas se réjouir, justement. Ne pouvaient pas, fallait qu'ils restent chez eux, quoi, s'ils voulaient se réjouir. Surtout que, avec la censure mise en place, tout ce qui est. Surtout de la presse et tout, ils pouvaient pas non plus témoigner, sinon
ils étaient un peu mal barrés, on va dire. Et apparemment, Ségolène Royal non plus ne pouvait pas témoigner. Ségolène Royal, si, témoigner, peut-être pas au bon sens du terme, mais apparemment, oui, elle m'est beaucoup fidèle. Oui, merci. Et est-ce que c'est un héros, Fidel Castro, Antoine ? C'est une question un peu délicate parce que dans son pays, certaines personnes le considèrent comme un héros puisqu'il s'est battu pendant la révolution contre Batista et il a effectivement réussi à se débarrasser du pouvoir en place à l'époque. Et beaucoup de personnes étaient derrière lui. La preuve, c'est lui qui a mené la révolution. Mais d'un autre côté, il a instauré une dictature derrière. Donc la question reste quand même assez importante. Est-ce que oui, c'est un héros ou non ? Je ne pourrais pas vous dire exactement de réponse, moi. Et justement, Antoine, quand et comment s'est déroulée la révolution cubaine ? Bien, la révolution cubaine s'est déroulée à partir de juillet 1953. Donc elle a commencé peu de temps après le début de la guerre froide et a opposé justement les Cubains menés par Fidel Castro et son frère Raúl Castro, qui était soutenu par Che Guevara. Et tout ça à Batista, qui était le pouvoir en place à l'époque. La révolution a quand même duré 6 ans. Donc elle s'est terminée le 1er janvier 1959, excusez-moi. Et lorsque ils ont finalement réussi à renverser Batista, la plupart des Cubains étaient vraiment heureux et pensaient que tout allait changer. Et d'ailleurs, lors de son procès, puisqu'il faut savoir que Castro a été arrêté pendant cette révolution, il a dit à un moment, il a transformé son procès en tribune, a parlé pendant 4 heures et a terminé par « Même si je suis condamné, l'histoire me considérera vainqueur. Donc est-ce que l'histoire l'a considéré vainqueur ou non ? Il a fini par gagner sa révolution. La question, c'est pour le mieux ou non. » Donc c'est vraiment grâce à cette révolution qu'il est passé pour un héros. Exactement, je pense que c'est ça, effectivement, qui lui a donné vraiment ce statut, ce rôle de héros. Charlène, quelles étaient les relations entre Cuba et les États-Unis pendant la guerre ? Alors les relations sont plutôt simples à expliquer. Cuba est au large de la Floride. Et donc, vu qu'elle est devenue communiste, les États-Unis ont été contre Cuba, contre l'URSS. Et par peur que l'URSS envoie des missiles à Cuba qui pourraient menacer l'Amérique, ils ont décidé de faire un embargo autour, qui n'est toujours pas levé. Comment était Cuba à la chute de l'URSS ? Comment a réagi Cuba à la chute de l'URSS ? Eh bien, le pays l'a mal vécu. D'ailleurs, il avait une aide financière de la part de l'URSS, donc de 4 à 6 milliards de dollars américains par an, en échange d'une alliance politique et militaire lors de la guerre froide. Il y avait donc un véritable échange commercial entre Cuba et l'URSS. Cependant, durant les périodes de réformation par Gorbatchev, l'URSS a eu beaucoup de mal à respecter ses engagements auprès de Cuba. Et du coup, il y a eu des réels problèmes financiers et Cuba était donc entré dans une période de famine, notamment avec l'embargo qui les empêchait encore de faire des échanges commerciaux avec les autres pays. Justement, on va parler de cet embargo. Et Louis, est-ce qu'un rapprochement entre Cuba et les États-Unis est possible ? Alors oui, un rapprochement entre les deux pays est possible. Barack Obama s'est rendu à Cuba en mars dernier pour renouer avec Cuba, avec qui les relations étaient gelées depuis 1959. Un président américain en fonction ne s'était pas rendu à Cuba depuis 1928. Barack Obama explique son déplacement par une rencontre avec le peuple cubain. Il souhaite lever l'embargo mis en place sur Cuba depuis 1962. On comprend donc que l'île communiste s'ouvre au monde capitaliste. Il y a des marchés à prendre. La chaîne hôtelière Starwood a d'ailleurs annoncé avoir obtenu le feu vert du département du Trésor pour ouvrir 2 hôtels à La Havane. Merci Louis. Est-ce que maintenant qu'on a fait un tour de l'histoire de Cuba, est-ce que vous comprenez comment cette histoire influence aujourd'hui l'actualité ? Antoine, vous avez l'air d'être d'accord ? Je suis assez d'accord parce que Cuba, c'est un endroit c'est une ville paradisiaque, c'est un endroit qui est vraiment énormément apprécié par beaucoup de personnes, que ce soit par ce qu'ils peuvent faire comme production, que ce soit les cigares ou même le rhum par exemple, ou même par cette ville paradisiaque. Et c'est un marché à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui vivent là-bas, que ce soit des ouvriers potentiels ou des consommateurs potentiels. Pour toutes les grandes entreprises du monde, c'est un marché qui s'ouvre et c'est des nouvelles possibilités qui s'ouvrent et tout le monde a envie vraiment de pouvoir s'implanter là-bas en premier. Donc les relations entre Cuba et le pays le plus capitaliste, entre guillemets, sont importantes. Je ne sais pas si on peut dire le plus capitaliste, étant donné que c'est quand même un pays qui est resté et qui est sans doute encore très communiste.
Non, je Mais- parle des États-Unis quand je Ah dis oui, pays bien très sûr. capitaliste. Bah, c'est extrêmement important. Parce que Cuba n'est pas capitaliste, loin de Oui, là. voilà, hein. c'est pour ça. Mais je pense que oui, effectivement, c'est extrêmement important, que ce soit même pour les États-Unis ou pour tous les pays européens et autres pays du Nord qui sont très développés. C'est important de pouvoir influencer Cuba, même si c'est pas le point de vue géopolitique le plus important. D'un point de vue économique, c'est très important pour les États-Unis ou pour les autres pays. Ouais, bah c'est surtout important pour Cuba, qui vit principalement du tourisme. On va en parler tout à l'heure. Et Owen, toi aussi, tu comprends mieux comment l'histoire de Cuba influence aujourd'hui l'actualité ? C'est sûr que ça a eu d'énormes conséquences économiques sur l'ensemble du pays, notamment sur les échanges. Et c'est vrai que la fin de cet embargo, la mort de Castro, ça va avoir des impacts directs sur le tourisme, du coup, pour le pays et pour les autres. Hugo, par quel parti politique est dirigé Cuba ? Cuba est dirigé par le parti communisme cubain, donc qui est en place depuis que Fidel Castro a pris le pouvoir en 59, comme l'a dit Antoine. Mais c'est le seul parti qu'il y a eu depuis 59. Et c'est d'ailleurs, il n'y a eu que 2 leaders dans ce parti, à savoir Fidel Castro et son frère ensuite, Raoul, qui a pris sa succession. Et donc, est-ce que Cuba est une démocratie ? Non. Est-ce non. qu'on peut dire que Cuba est une démocratie ? Non, on peut pas dire ça. Une démocratie, il faut quand même que ça respecte les libertés, tout ce qui touche aux libertés. Et quand on voit que Cuba interdit la liberté d'expression via la censure de presse, tous les opposants politiques, on n'entend pas trop parler bizarrement. Non, Cuba n'est pas une démocratie. Mais est-ce que le peuple élit ses représentants ? Non. Ils sont pas élus, c'est même pas... Il n'y a qu'un seul parti à Cuba, donc même si vous voulez voter... Ouais, c'est la dynastie des Castro. Voilà, c'est ça. Je pense que quand Castro a pris le pouvoir, ça partait d'une bonne intention. Mais une fois arrivé au pouvoir, en fait, il a voulu le garder. Et c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça qui a causé un peu le manque de développement économique de Cuba, on va dire. Margot, justement, les libertés à Cuba, on en a ou on n'en a pas ? Alors, donc, Cuba est assimilé par beaucoup comme une dictature. Cependant, certains rétorquent que c'est une démocratie, car la population élit les députés de l'Assemblée nationale. D'accord. Et autrement, les autres, vous avez des choses à dire sur les libertés qu'il existe à Cuba ? Est-ce qu'il y a une liberté de la presse à Cuba ? Non. Non, un truc tout bête, c'est qu'ils ont même pas Wikipédia là-bas. Tu peux pas aller sur Wikipédia à Cuba, c'est un site qui ressemble à Wikipédia, mais qui loue en fait toutes les valeurs. Si tu tapes Cuba sur leur Wikipédia eux, c'est un pays génial. Si tu tapes Fidel Castro, alors je t'en parle pas, c'est un dieu sur leur site. Et c'est le site qui est un des sites les plus utilisés au monde n'est pas accessible à Cuba. Vous trouvez ça normal que des représentants français se rendent à Cuba ? Lors des cérémonies officielles, par exemple la mort de Fidel Castro, c'était l'image de Cuba. Alors la France a envoyé Ségolène Royal, oui. C'était pas le meilleur choix d'envoyer. Je suis d'accord qu'il faut. Elle aime bien faire des gaffes, on va dire. Je suis d'accord qu'il faut envoyer des représentants. Envoyer Ségolène Royal, je pense pas non plus que c'était la meilleure idée. Mais bon, après, je respecte le choix, mais non, c'est bien pour. Faut garder quand même. Faut garder une diplomatie avec chaque pays du monde, donc c'est normal d'aller. Oui, donc ça veut dire qu'on arrive à mieux régler le conflit si on communique avec ce pays, si on a des relations avec lui. Ah bah oui, clairement oui. Mais est-ce que ça veut pas dire qu'il cautionne la politique menée par les Castro ? Non, je pense pas. Parce que dans ce cas, ça voudrait dire quand un dirigeant français fait un déplacement en Russie, quand il va dans les pays africains qui sont des monarchies, quand il va à Cuba, c'est pas à chaque fois qu'il tolère, c'est pour vraiment la diplomatie mondiale. Faut communiquer avec tout le monde. Faut être bien avec tout le monde. C'est pas parce que l'autre c'est un pays différent que tu vas te mettre mal avec lui. Au niveau économique, Louis, comment se porte l'économie aujourd'hui ? Alors, l'économie cubaine est à bout de souffle depuis l'effondrement de l'URSS. L'URSS soutenait Cuba, mais depuis que l'URSS n'existe plus, en 1991, l'île est livrée à elle-même. Cuba avait pourtant retrouvé un allié avec le Venezuela, mais depuis la mort d'Hugo Chavez, le Venezuela est dans l'impasse. Il ne peut même plus nourrir son peuple, alors il n'est pas question d'aider Cuba pour le moment. L'île doit se débrouiller toute seule. À Cuba, l'industrie est peu développée et l'agriculture est essentiellement tournée vers la canne à sucre et l'exportation.
Le pays mise aujourd'hui sur le développement du tourisme et une ouverture sur le monde pour s'en sortir. Donc c'est un pays qui est basé seulement sur les matières premières. Oui, il y a peu de développement. C'est pas un pays en développement, c'est plutôt un pays pauvre. Oui, on peut dire ça, oui. Et même, parce que je sais pas si vous êtes d'accord, mais quand on voit des images de Cuba, quand on voit Cuba, on a l'impression que c'est un pays qui est un petit peu resté ancré. Figé dans le temps. Figé dans le temps. Moi, je trouve ça un petit peu impressionnant quand on voit des vieilles voitures. Ça, c'est dû à l'embargo américain. Les modèles, l'embargo a été posé dans les... En 59. Ouais, en 59, c'est ce que je voulais dire, début 60. Et on voit les voitures américaines étaient encore exportées à l'époque à Cuba. Et sauf que depuis l'embargo, ils n'en ont plus. Et donc ça reste des voitures justement de ces années-là, 45, 50, d'après-guerre. Là. Et ouais, c'est vraiment un pays qui est resté figé dans le temps et qui s'est pas tellement développé depuis 70 ans. Ceci dit, cet aspect très rétro, ça fait partie du patrimoine et ça attire le tourisme. Ouais, donc ça fait partie du charme de Cuba finalement, être figé dans le temps. Mais c'est un charme, mais à un moment, à l'heure de la mondialisation, c'est pas non plus un atout, je pense, d'être resté bloqué en 1955. Et justement, le pays a évité le développement économique et les grands immeubles, les FTN, voilà. L'uniformisation du monde. Voilà, ils sont restés à part de la culture de masse de la mondialisation. Le seul avantage que ça leur donne en fait d'être resté bloqué en 1955 justement, c'est d'un point de vue touristique, parce que d'un point de vue touristique ça plaît énormément aux touristes et je pense que si Cuba ça arrive à se développer vraiment sans partir dans la mondialisation, elle peut vraiment se développer d'une façon vraiment intéressante sur le tourisme, vraiment très efficacement. Je pense que ça peut plaire à énormément de touristes. Oui, puis ça leur permet de rester en dehors de l'économie mondiale, donc d'échapper aux crises. Donc finalement, c'est peut-être une bonne chose. Est-ce que Cuba devrait se développer ? C'est une opportunité qu'ils pourraient essayer, de toute façon. Ça peut être gagnant. Il faut trouver aussi les moyens de se développer. Ça se fait pas comme ça, on ne devient pas comme ça un pays pauvre, un pays émergent. Enfin, ça va prendre de longues années. Déjà, je sais même pas si les dirigeants ont le souhait de vouloir se développer. Mais admettons qu'il l'ait, ça va pas se faire du jour au lendemain comme ça. Il va falloir trouver des financements, des investissements étrangers. Il va falloir trouver tout ça et ça se fait pas comme ça, quoi. Et justement, cette ouverture avec les États-Unis peut les aider à trouver de nouveaux financements, à se développer. C'est pour ça que l'entente États-Unis-Cuba, pour les États-Unis, ça va pas non plus ça va pas faire un choc pour eux, mais c'est vraiment pour Cuba que ça va être prolifique pour Cuba s'il arrive à avoir justement cette entente avec les États-Unis. Jeanne, pourquoi les Cubains émigrent-ils aux États-Unis ? Alors les Cubains, ils immigrent aux États-Unis parce qu'il faut savoir qu'à Cuba, il n'y a pas de travail. Donc en allant aux États-Unis, ils recherchent l'activité économique. Ensuite, à Cuba, c'est quand même une dictature qu'il y a là-bas. Donc les Cubains, en émigrant aux États-Unis, ils recherchent la démocratie, le régime démocrate. Je sais pas comment le dire. La démocratie aux États-Unis, quoi. Et donc ils embarquent... ils émigrent en embarquant sur en embarcation de fortune. Donc c'est très risqué, ces immigrations sont très risquées pour les Cubains. Ouais, bah oui. Et aussi, les gardes de côte ont observé une hausse continue des tentatives pour se rendre illégalement par voie maritime depuis Cuba jusqu'au sud-est des États-Unis. Et comme tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, Alexandre, il faut savoir qu'à partir du moment où les pieds sont posés sur l'État américain, l'État américain ne peut plus les refuser, les Cubains. Ce qui est paradoxal, c'est que les Cubains pleurent Fidel Castro, ils vénèrent Fidel Castro, mais pourtant les immigrations sont en hausse. Les Cubains en dehors du territoire de Cuba... je suis complètement d'accord. N'étaient pas tristes pour la mort de Fidel Castro, au contraire c'était plutôt une fête pour eux, une libération d'un poids qu'ils avaient depuis trop longtemps. Oui, mais les Cubains qui vivent à Cuba n'avaient que des démonstrations d'amour. C'est la propagande mise en place par l'État qui fait croire au peuple que Fidel Castro est un dieu vivant, enfin un dieu moins vivant maintenant, et que Raoul, son frère, et prend sa suite, prend son âme. Voilà. Antoine.
Justement, ça nous rappelle un peu énormément ce qu'on avait fait dans la première émission de Vue de chez nous, où on parlait de la Corée du Nord. C'est exactement la même chose. On a beau dire qu'il se passe que les dirigeants sont adulés, que tout se passe très bien et que tout est parfait, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas de presse. Donc comment est-ce qu'on peut être au courant de savoir ce qui se passe dans un pays s'il n'y a pas de presse et si c'est un pays aussi fermé ? Et même les personnes, les Cubains, ne peuvent pas être au courant de ce qui se passe dans le monde ailleurs et ne peuvent pas savoir ce qu'ils loupent, entre guillemets. Un végétarien qui n'a jamais mangé de viande, ça va jamais lui manquer la viande, c'est le même principe. Je suis pas sûr que la comparaison soit adéquate, mais... Le principe est là. Et du coup, en fait, on peut pas vraiment savoir s'y affaire d'après nos principes à nous en tant qu'Européens, puisqu'on n'a pas vécu de la même façon que eux l'ont vécu et on peut pas savoir exactement ce qui se passe dans ce pays, donc c'est compliqué de savoir tout ça. Mais leur propagande est quand même forte puisqu'ils arrivent à nous faire croire qu'on vit heureux à Cuba. Enfin, moi j'en sais rien puisque j'y suis jamais allé. Moi je pense que c'est surtout les jeunes, les générations jeunes qui ont du mal avec la dictature communiste. Après je pense qu'avant, les gens considéraient Fidel Castro vraiment comme un héros, quelqu'un qui les a libérés, voilà. Ceux qui ont connu la révolution croient toujours en Fidel Castro ? Je pense que oui. C'était soit ceux qui ont connu la Révolution, ils doivent être un petit peu moins nombreux maintenant qu'il y a 20 ans, mais il en reste encore. Je pense que ils pensent vraiment que Fidel Castro est un héros parce que c'était ça où il tombait en fait entre les mains des États-Unis. Que là, ils avaient vraiment leur pays entre leurs mains, quoi. C'était vraiment Cuba aux Cubains, quoi. C'était pas Cuba aux États-Unis. Parce que Batista, mine de rien, a été mis en place par les États-Unis, c'est pas n'importe qui. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle à Cuba, c'est que 98% des enfants sont scolarisés. C'est quand même énorme. Et parce que l'école est la première institution que les dictatures utilisent pour laver le cerveau de leurs citoyens. Voilà. C'est vrai que quand on regarde dans l'histoire, que ce soit les Russes à l'époque soviétique, ou que ce soit les Allemands, ou que ce soit même certains Italiens. Et même la France au début. France, effectivement, la France pendant la République de Vichy. Non, oui. La France de l'après-guerre aussi. Non, mais la France au début du 19e siècle. Non, du 20e siècle, pardon. La France au début du 20e siècle utilisait l'école pour faire des petits républicains finalement. Oui, beaucoup de pays l'ont fait et du coup, l'école, c'est vraiment quelque chose qui est une arme monstrueuse. La preuve, à l'époque des nazis et des soviétiques, les enfants étaient tellement endoctrinés qu'ils allaient jusqu'à dénoncer leurs propres parents lorsqu'ils faisaient quelque chose qui était considéré comme illégal, que ce soit lire un bouquin qui n'était pas autorisé ou même juste dire une parole qui ne l'était pas. Les enfants allaient dénoncer leurs enfants. Donc les dictatures utilisent énormément l'école. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que 98% des enfants soient le cerveau lavé par une dictature? Je ne sais pas. Donc l'école comme les médias sont des outils de propagande. Oui. Carrément. Maëlène, on va parler maintenant de la culture cubaine. Quelles sont les spécialités cubaines ? Oui, alors donc déjà les spécialités cubaines utilisent le sucré et le salé. Il y a notamment le congri qui est fait à base d'oignons, de riz, d'haricots noirs, de lard. Donc c'est le plat national à Cuba. Ils mangent beaucoup de fruits également, notamment des bananes plantains, de l'ananas, des goyaves, tout ça. Ensuite, au niveau des boissons, la boisson emblématique, c'est le mojito que Antoine nous présentera la recette tout à l'heure. Et j'espère qu'il va nous en faire surtout. J'espère aussi. Pas de soucis, vous payez le rhum. Et le café aussi cubain qui est très connu. Donc toutes ces pratiques culturelles, ces spécialités cubaines marquent aussi une identité touristique très forte. Et c'est ce qui peut attirer les touristes. Oui. Évidemment. Oui, Cuba a un potentiel touristique pour son développement. Valentine, quelles sont les religions à Cuba ? Alors, avant la Révolution, les Cubains étaient majoritairement catholiques. Ensuite, le régime castriste mit en place un État laïque. Seulement, les rapports avec les religions deviennent compliqués. Donc, dans les années 90, lors de l'effondrement du bloc soviétique, les Cubains se réconfortent dans la charité chrétienne. En 92, Castro autorise la liberté de culte. Il n'y a pas seulement des catholiques, mais aussi des juifs.
Mais la forme de religion la plus répandue est la santeria, donc c'est la croyance religieuse des anciens esclaves africains mélangée avec le catholicisme, donnant alors un culte afro-cubain. La santeria permet la cohésion sociale et un moyen de consacrer l'identité culturelle de l'île. Merci Valentine. Donc on voit plusieurs régions à Cuba qui se côtoient. Anaïs, est-ce que les libertés de la presse sont respectées à Cuba ? Eh bien non, d'ailleurs Cuba est un parfait exemple de la condamnation de la liberté de presse. Il n'y en a quasiment pas, elle est soit indépendante, soit inexistante, ou alors les autorités font pression sur elle et les répriment. Les journalistes y travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, sans aucune liberté ni sécurité. Nombre d'entre eux sont enfermés. D'ailleurs, au printemps 2003, 60 journalistes indépendants ont été arrêtés et condamnés à des peines allant de 14 à 27 ans de détention, faisant de ce pays la plus grande prison du monde pour les journalistes. Est-ce que c'est normal que ces libertés de la presse soient bafouées ? Non. Il n'y a aucun moment où ça peut être normal que la liberté de la presse soit bafouée, que ce soit à Cuba ou que ce soit dans n'importe quel autre pays. C'est quelque chose qu'il faut défendre absolument, puisque déjà nous c'est ce qu'on est en train de faire, de la presse, des médias. Enfin, à notre niveau, bien sûr. Mais chacun à son niveau, je pense, se doit d'informer les autres et d'aider à les instruire, parce que c'est ce que font les médias. Ils permettent aux gens de savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe réellement, comment ça se passe et ce qui arrive en fait. Parce qu'avec les médias cubains, je pense pas que les gens savent réellement ce qui se passe dans le monde. Après tout, quand on pensait à la dictature japonaise, qui avait fait croire à son empereur qu'il gagnait les batailles alors qu'il les avait perdues. Enfin, il y a un moment où faut que la presse fonctionne pour de vrai. Et même que la presse étrangère à Cuba puisse faire son boulot librement. Exactement. Et ne pas être suivie, ne pas être contrôlée. Et Inès, au niveau de l'avenir de Cuba, quel avenir à Cuba ? Donc, comme pour l'instant, c'est Raúl Castro qui est au pouvoir, il devra normalement le quitter en 2018 et laisser sa place donc, à l'ancien ministre de l'Éducation, donc Miguel Díaz-Canel. Donc pour l'instant, c'est le premier vice-président du Conseil d'État et du Conseil des ministres, et donc le numéro 2 du régime. Donc c'est un régime qui garde pour l'instant son système politique avec un parti unique et accompagné d'une répression des libertés fondamentales. Pour l'instant, Cuba a un avenir incertain sur le plan diplomatique, car le nouveau président américain, donc Donald Trump, s'était prononcé lors de sa campagne électorale contre le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Donc ça veut dire que la politique aux États-Unis peut influencer Cuba, l'avenir de Cuba ? Oui, je pense. Antoine, quel avenir vous voyez pour Cuba ? Est-ce que Cuba peut s'ouvrir au monde ? Alors, j'aimerais beaucoup que Cuba s'ouvre au monde, puisqu'effectivement c'est un pays qui en a besoin énormément et ça se voit. Mais c'est vrai qu'avec Donald Trump qui est arrivé, on ne sait pas du tout ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas, puisqu'il a promis beaucoup de choses. Il est déjà revenu sur énormément de décisions qu'il avait faites lors de sa campagne. On ne sait pas s'il finira par poursuivre l'œuvre d'Obama ou s'il fera machine arrière, ce qui est tout à fait possible venant de lui. Donc quel avenir, je ne pourrais pas dire avec précision, mais j'aimerais beaucoup effectivement, moi personnellement, que Cuba s'ouvre. Et c'est tout à fait possible si beaucoup de pays s'y mettent et si Donald Trump continue dans la trajectoire d'Obama. Hugo, quel rôle a le tourisme à Cuba justement dans son avenir ? Un rôle important, parce que c'est quand même, comme l'a dit Antoine, Cuba, j'y suis jamais allé personnellement, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal comme destination de vacances. C'est mieux que Tourcoing, quoi. Après, j'embrasse les habitants de Tourcoing, j'ai rien contre eux, mais à un moment à choisir, je pense que Cuba c'est quand même mieux. Et c'est ça qui peut justement leur permettre de se développer. C'est d'abord, je pense, commencer par développer le tourisme pour se faire vraiment une place comme lieu de destination après. Et ensuite, avec l'argent, on va dire, parce que ça va forcément rapporter, le tourisme ça rapporte dans les pays comme ça. Ça peut être la clé de leur développement. Voilà, c'est ça, je cherchais mes mots, ça peut être la clé de leur développement. Et est-ce que la mort de Fidel Castro va changer quelque chose ? Ça va peut-être les faire connaître justement encore plus sur le plan... Je pense qu'ils étaient assez connus, Cuba. Ouais, oui, non, je dis pas ça, mais ça va leur faire peut-être je dirais pas un coup de pub, mais... Mais est-ce que la démocratie s'est terminée avec Fidel Castro, pardon ? Il y a Raoul derrière, donc... Voilà, c'est ça. C'est ce à quoi je pensais en fait. Le fait que Raúl Castro soit encore là va peut-être pas changer la chose. Je sais pas si Fidel Castro avait encore une influence dans les derniers moments de sa vie. Peut-être qu'on verra après si ça change vraiment quelque chose, mais il y a encore Raúl, quoi. Il avait plus tellement d'influence, mais ce qui est sûr, c'est que le révolutionnaire Castro est mort. Et enfin, pour clore le sujet, Antoine, une chronique qui peut toujours être
pratique, hein. Comment fait-on un mojito ? Eh bien, pour faire un mojito, c'est extrêmement simple à la base, puisque comme la plupart des gens le savent, il faut déjà du rhum et de l'eau gazeuse. Ça, c'est la base, c'est ce qui a vraiment besoin le plus important. Et il faut savoir qu'on fait 2 tiers de rhum pour 1 tiers d'eau gazeuse. Et là où c'est vraiment le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier le citron vert, qui est extrêmement important. Ensuite, à doser en fonction de vos goûts, bien entendu. Et ensuite, une dizaine de feuilles de menthe par verre, à peu près, qu'il faut piler et pas trop écraser, parce que si on les écrase trop, ça gaspille la saveur, qu'on met ensuite dans le mojito. Et puisque c'est une boisson qui se boit frais, il nous faut... Fraîche, oui, fraîche, une boisson qui se boit fraîche. Il faut absolument ne pas oublier de mettre de la glace pilée pour garder toute la fraîcheur de ce cocktail. Merci Antoine. Allez, vous pouvez pousser vos meubles et vous danser la salsa sur RBG. Nous, devons-nous nous indigner ? Alors, bonne question. J'ai lu le livre Indignez-vous de Stéphane Hessel. Et donc, le titre, Indignez-vous, il nous pousse à nous révolter et à réagir. Mais la question est celle-là. Pourquoi faut-il s'indigner ? Donc l'auteur est un vieux de la vieille. Hein. Il a participé à la résistance. Il a aidé à l'instauration du gouvernement provisoire avec De Gaulle. C'est un homme d'expérience. Il a écrit son livre à tête reposée pour nous demander en lettres majuscules et bien écrit sur la première de couverture de nous indigner. Donc il explique en premier lieu que l'indignation c'était la raison de vie de la résistance. Donc quelque chose de fort. Mais on n'est pas en guerre. Donc pourquoi nous, les jeunes, on devrait s'indigner ? Donc j'ai eu du mal à comprendre. Puis après, il nous a parlé des conflits israélo-palestiniens. Oula, excusez-moi. Et alors, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui ne nous touche pas directement, dont la moitié des Français ne savent pas ce que c'est, ou alors pas précisément. Et donc j'étais toujours pas touchée, je me sentais toujours pas inclus dans le sens du message. Et ensuite, il nous a parlé de l'indifférence. Et c'est la meilleure raison pour s'indigner. Il ne faut pas rester indifférent. Donc on a tous nos opinions, on a tous nos avis, notre façon de penser. Et il ne faut pas la cacher, il faut s'exprimer, il faut montrer ce qu'on pense. Et le fait de ne pas le faire, c'est rester indifférent. Et c'est la pire des bêtises. Donc je pense que à notre échelle, il ne faut jamais rester indifférent, qu'il faut dire ce qu'on pense. Même si c'est une petite chose, ça fera forcément bouger la vision du monde des autres. Et donc, il faut s'indigner. Donc, Indignez-vous par Stéphane Hessel, une lecture rapide mais qui peut changer une vision du monde. Exactement. Anaïs et Margot, vous adorez la publicité et vous allez nous faire deviner des slogans. Alors, le premier, le commerce qui profite à tous. Intermarché. Leclerc, non ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Mais non. Si je dis parce que le monde bouge. Elle est vire. Non. Parce que le c'est monde une banque. bouge. Oui. Parce que... SL. Non. C'est ici. Oui, c'est ça. C'est Ah ouais. C'est la pub avant la météo. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Allez, on a ça pour parler. Elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. La Salvetta. Ouais, c'est ça. Elle me faisait trop fort. À fond la forme. Décathlon. Oui, Décathlon, c'est ça. Talam tam tam. Talam tam tam. Quand l'impose s'impose. Quand la Rocco. Ouais, Rocco. Mais oui. Le vrai prix des bonnes choses. Lidl. Oui. Je me défends. On gagne toujours à être direct. Ah, ça peut être Direct Énergie. Assurance directe. Ah, assurance. Ça change du ménage. Ça change du ménage. Ajax. Non, c'est pas ça. Non. Non. Ça change du ménage. C'est Swiffer. Ah ouais. Ah ouais, mais ça on n'entend pas beaucoup. See what's possible. Ah, c'est pas une pub de parfum, ça, ou un truc comme ça? En anglais, on n'est pas très fort. Neutrogena. Ah, Neutrogena. Oh. Nous, c'est le goût. Quick. Oui. Non, mais c'est de la culture. En fait, je vous explique. Hugo, il regarde les pubs à la télé, pas les films. De la culture visuelle. Merci Anaïs et Margot. Valentine, quels sont tes coups de cœur musicaux du moment ?
Alors, mes coups de cœur musicaux sont cette fois-ci Je m'en vais de Vianney, Million Eyes de Loïc Notet et Shape of You de Ed Sheeran. Merci, vous voulez écouter Loïc Notet ? Oui. 1 Million Eyes sur RBG. C'était Loïc Notet sur RBG. Inès et Jeanne, quels sont les événements à venir ? Alors l'événement à venir, non, c'était les événements du mois de janvier. Alors au mois de janvier, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui changent depuis 2017, dont le SMIC qui est maintenant de 9,76% en 2016, contrairement à 9,67% en 2016. Il y a aussi les divorces, donc les divorces ne passent plus forcément devant le juge. Maintenant, on peut prendre des congés de proches aidants. Donc, les salariés peuvent bénéficier de congés de proches aidants. Donc, ça se substitue aux congés de soutien familial et élargit le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ de personnes aidants. Donc, les infractions routières, donc les employeurs sont tenus de communiquer au service de la police ou de gendarmerie l'identité et l'adresse du salarié ayant commis une infraction au code de la route. Et ensuite, on ne va pas tous les faire, mais le dernier, ce sont les paquets de cigarettes où les emballages sont non conformes sont interdits à la vente. Et donc, si vous voulez voir le reste de toutes ces nouvelles informations depuis 2017, vous pouvez aller sur service-public.fr. Et donc les paquets de cigarettes, c'est les paquets neutres, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous, ça vous choque cette mesure d'aller des paquets neutres ? Bah, enfin moi. Hugo ? C'est pas vraiment en fait une mesure, je trouve, pour les fumeurs. C'est plus en fait, j'ai l'impression pour les buralistes, c'est eux qui sont le plus en fait emmerdés, on va dire, dans l'histoire, parce que quand vous avez, on va dire, que ce soit 50, 60 références de cigarettes dans votre tabac et que comment elles sont toutes neutres, pour les ranger, pour les trouver, pour les vendre aux clients, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est la merde en fait. Et je trouve que l'État là-dessus pénalise plus les buralistes que les fumeurs en fait. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus pour que les fumeurs arrêtent de fumer ? Les taxes ou les paquets neutres ? Déjà, en fait, je pense aucun des deux. Parce qu'on a remarqué que dès qu'il y a une augmentation du prix ou une mesure prise par rapport au tabac, en fait, le marché, on va dire officiel, à savoir les buralistes, les ventes de paquets dans les bureaux de tabac diminue, mais le marché parallèle, donc tout ce qui est cigarettes qui vient de pays étrangers, du duty free, qui est revendu ensuite après en France, ça par contre ça augmente. Donc en fait au final c'est un cercle comme ça qui entraîne, plus ça va augmenter, plus le marché parallèle va augmenter. Il n'y a pas moins de fumeurs qu'il y a 10 ans, c'est juste qu'ils trouvent maintenant d'autres moyens pour payer moins cher, on va dire. Inès et Jeanne, vous allez également nous parler de l'épiphanie, c'est ça ? Oui, c'est ça. De la galette des rois ? Exactement. Donc aujourd'hui, on va vous donner des petites saveurs à goûter cette année. Donc l'épiphanie arrive à grands pas cette année. Pour que la table soit un moment de gourmandise et de convivialité et de partage, on vous a préparé une sélection exclusive de galettes des rois hautes en saveurs. Donc du chef pâtissier Michel Bourquetti. Donc il a une composition donc d'un délicieux feuilletage inversé à la frangipane et à la noisette du Piémont. Du Piémont, excusez-moi, un éclat de noisette, praliné noisette à l'ancienne. Après la cuite au four. La cuisson peut-être, parce que... Pourquoi t'as mis cuite ? Après la cuisson au four, donc il faut recouvrir la galette d'une poudre de caramel fondu et une poudre de fleurs de Cosette. Ensuite, une deuxième saveur, c'est chez Molitor. Donc en fait, c'est un classique de la frangipane rehaussé d'une pointe d'amaretto. Et de la maison de la truffe, donc c'est tradition à la frangipane à base de poudre d'amande et de noisettes concassées. Et la très demandée, donc c'est la truffe noire.
Et donc la quatrième et la dernière, c'est une frangipane aux amandes, aux pépites de praline et aux noix de pécan. Donc, si je comprends bien, il faut manger une galette des rois et prendre une cuite. Je suis désolée. Hein. Antoine, vous allez nous faire monter un petit peu, on va s'évader avec vous, avec quelques citations philosophiques. Exactement, et je vais commencer par vous demander de voir si vous avez un petit peu de culture générale, vous, autour de la table. Non, n'essaye pas, on va quand ça va même mal finir. On va quand même tenter. Est-ce que vous savez qui a dit « je suis, j'existe » On commence assez simple, qui a dit ça? Descartes. Ah, zut. Pardon, j'ai pas levé la main, Descartes. Eh bien, à ce que je vois, tout le monde est passionné par Descartes. Et donc, pour donner à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément aussi passionnés que vous par Descartes, ce que veut dire Descartes par « je suis, j'existe », c'est une remise en cause d'à peu près tout. Et de remettre en cause tout ce qu'il est, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il peut savoir, dans l'idée de ne garder qu'une seule chose. Et la seule chose qu'il garde, c'est le fait de penser que nous sommes, ça prouve qu'on existe, puisqu'on ne peut pas prouver qu'on n'existe pas si on pense. Et de ce fait, en remettant tout en doute et en causant un doute méthodique, il prouve l'existence de la conscience de l'homme. Et maintenant, je vais vous laisser réfléchir sur cette citation que je vais aussi vous laisser chercher de savoir qui l'a dite. C'est un homme illustre qui a dit « Un geste d'humanité et de charité a parfois plus d'empire sur l'esprit de l'homme qu'une action marquée du sceau de la violence et de la cruauté. » Qui sait qui a dit cette citation? Ah, celle-là est moins facile. Hein. Ah bah, on a commencé facile avec Descartes, maintenant on complique les choses. Quel siècle? Le siècle, c'est le siècle de la Renaissance, donc c'est-à-dire 1400 à 1500. C'est un philosophe français? Pas exactement français, mais il est européen. C'est un philosophe allemand? Non plus. C'est un philosophe du Royaume-Uni? Non plus. On va pas faire tous les pays de l'Europe là. Hein. C'est un philosophe italien qui a beaucoup vécu à Rome. Pour ceux qui ont une petite idée de qui ça peut être. Bon bah allez-y, puisqu'on n'a pas de culture générale. C'est un italien donc. C'est Machiavel qui nous a dit ça. Kelvin, comment vont les stars? Les stars vont plutôt bien. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par rendre hommage à une chanteuse qui était populaire dans les années 80, qui est décédée donc, hier matin. Il s'agit de Loa Braz, du groupe Kaoma. Si cela ne vous parle pas, c'est le groupe ayant chanté la lambada. Na 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 na. Si. D'ailleurs par Jennifer Lopez. Ultérieurement. Mais voilà. on avait déjà dit ça dans les vues de chez nous d'été, non? Vues de chez nous d'été donc je vois que tout le monde autour de la table n'est pas fidèle à l'émission Vue de chez nous même l'été, mais bon, c'est pas grave. En parlant de Jennifer Lopez, il semblerait qu'elle se rapprocherait de Drake. Les Kids United viennent de dire qu'ils se séparaient. Je sais pas comment le prendre. Ensuite, Florent Père vient d'avoir son premier enfant. Et pour finir, Jean-Marc Morandini a été condamné à payer 6 500 € de dommages et intérêts à Mathieu Delormeau pour l'avoir accusé de comploter contre lui. Maëlène et Hugo, quelles sont les sorties cinématographiques et les sorties musicales? Alors, je vais commencer par parler des sorties des CD. Donc, Nekfeu a sorti son deuxième album intitulé Cyborg en décembre dernier. C'est un album surprise qui a fait plus de 100 000 exemplaires. Il a été disque de platine en seulement 2 semaines. Ensuite, il y a eu l'album Divide d'Ed Sheeran qui est sorti en janvier 2017 avec le single Shape of You que Valentine nous a parlé tout à l'heure. Et il y a eu également l'album de John Legend de Darkness of Light and Light. Alors moi je vais vous parler des sorties ciné donc de ce mois-ci. Donc Un sac de billes, c'est un film sorti au cinéma le 18 janvier avec Patrick Bruel. Ce film drame parle de 2 jeunes juifs dans la France occupée qui vont faire preuve de courage et d'ingéniosité face à l'invasion ennemie. Ensuite on a un deuxième film, c'est Demain tout commence. C'est un film sorti au cinéma le 7 décembre dernier avec Omar Sy. Cette comédie dramatique parle d'un jeune homme vivant sans attache ni responsabilité qui un jour apprend qu'il a une fille.
8 ans après, alors qu'il vit sa vie paisiblement avec sa fille, son ex-femme revient pour tenter de récupérer sa fille. Merci Maëlène et Hugo. Et soyons un petit peu plus sérieux avec maintenant les infos. Ah bah tu ne verras plus. Mais M. Sarkozy, je trouve ça un compromis un peu bâtard. Si je voulais faire rire quelques-uns ou en faire grogner d'autres. Réfléchissez 2 minutes, pas excessif. Eh bien oui, ça va mieux. Ok, bah déjà je voudrais commencer pour cette première chronique de 2017 à souhaiter bonne année à tous les politiciens français parce que c'est quand même leur année. Mais je tiendrais quand même à dire plus particulièrement bonne année aux cordes vocales d'Emmanuel Macron, bonne année à l'ajout de Manuel Valls, au coiffeur d'Alain Juppé, au boulanger de Jean-François Copé, aux connaissances de Ségolène Royal sur Fidel Castro, à la manche de veste droite trop courte de François Hollande, à la manche de veste gauche trop longue de François Hollande, au dentiste de Jean-Luc Benamias et enfin à l'électeur de Jean-Frédéric Poisson. Donc maintenant que j'ai fait un peu mes vœux aussi, on va pouvoir commencer la chronique. On va commencer info politique. Donc comme vous le savez, pour l'investiture de Donald Trump, il y a eu 250 000 personnes attendues. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis maintenant. 250 000 personnes attendues, ça fait quand même 250 000 vessies. Donc pour éviter que Washington ne devienne le grand canal de Venise version urine, eh bien c'est 2000 toilettes portatives qui ont été installées. C'est bien, c'est même très bien. Sauf quand la marque des toilettes porte les 2 prénoms du 45e président des États-Unis. En effet, c'est 2000 toilettes Don John qui ont été installées pour l'investiture de Donald John Trump. Avoir une marque de toilette à son nom, c'est quand même le comble quand on a des idées de merde et une politique à chier. Info célébrité, la Porsche 911 de Florent Pagny a été volée. Info célébrité, la Porsche 911 de Florent Pagny a été retrouvée. Info célébrité, Florent Pagny a une Porsche 911. Et enfin, info célébrité, Florent Pagny commence à nous saouler avec sa Porsche 911. Info sport, les stades de Ligue 1 ont du mal à être remplis. Je comprends pas pourquoi, parce que aller voir un Nancy-Caen ou un Angers-Bastia, franchement c'est chiant. C'est franchement chiant la Ligue 1. On sait même pas si c'est une affiche de foot ou l'émission Interville. C'est 90 minutes de supplice, d'ennui, d'attente de jeu pour au final un 0-0. Non, pour que les stades de Ligue 1 soient remplis, il faudrait peut-être arrêter justement de mettre des équipes de Ligue 1 dedans. Info média, Vincent Elbaz a dit « Ne touche pas mon poste, j'ai l'impression d'être à un dîner de famille auquel je n'appartiens pas ». Aujourd'hui plutôt j'ai l'impression d'être un dîner de con, mais bon c'est pareil. Le Japon a pris des mesures pour rendre plus accessible à ses visiteurs son monument de sa technologie et de sa culture, ses toilettes. Les fabricants de toilettes ont décidé d'harmoniser leurs pictogrammes. Leur utilisation sera plus compréhensible pour les touristes. Un des fabricants assure « Personne de normal ne veut un jet d'eau qui sort des toilettes lorsque l'on pensait avoir mis l'option séchage ». C'est vrai. En même temps, aucune personne normale n'a envie non plus d'une option séchage pour ses toilettes. Et enfin, Jeux Olympiques, le CSA a publié le 19 décembre dernier un sondage sur les villes candidates pour accueillir les JO de 2024, à savoir Budapest, Los Angeles et Paris. Selon ce sondage, c'est Paris qui devrait remporter l'élection et donc accueillir les Jeux Olympiques de 2024. En même temps, selon les instituts de sondage, le Royaume-Uni n'a pas adopté le Brexit, Clinton est la première femme présidente des États-Unis et Juppé a gagné la primaire de la droite. Donc ça m'étonnerait pas que les Jeux Olympiques se déroulent à Nuuk, cette magnifique ville de 16 000 habitants au Groenland. Allez, une bonne émission se termine toujours par un... Jeu. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah, yes we did it, c'est gagné. Alors comme toutes les émissions, comme toutes les dernières émissions qu'on a fait, on va faire le même jeu avec les mots. Où il se passe qu'il y a 2 binômes qui se confrontent pour se faire deviner des mots et le meilleur gagnera. Qui veut se mettre en binôme face à un autre binôme? Louis et Valentine, je le sens bien. Donc alors ça sera Louis et Valentine. Louis et Valentine contre Owen et Kelvin, c'est ça? Ok. Moi je vais essayer... Donc je répète bien que le principe du jeu n'est pas de tricher en faisant des phrases en y incorporant le mot. On met d'autres mots pour faire deviner ce mot. Bon bonne chance. On va commencer par Valentine et Louis. New York. Statue de la Liberté. Oui. Fleur. Tulipe. Rose. Pour poser dedans. Non mais
Un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Objet. Vase. Oui. Radio, voiture. Antenne. Musique. Danse. Dans la voiture. Ambiance. Musique. Autoradio, on passe. Autoradio. Électricité. Ampoule. Lumière. Maison. Interrupteur. Oui. E.T. Film. Extraterrestre. Vélo. Téléphone. Téléphone, bien. Chaussures. Talon. Basket. Presque. Talon. Aiguille. Non. Sorte. Escarpin. Oui. Chat. Chien. Oui. Métro. Saleté. Non. Tunnel. Ligne. Passe. Barque. Barque. Et Le temps est écoulé. Bon, on passe à l'équipe suivante. C'est quoi leur score? Montre-moi Louis. Tu les as passés derrière, de toute façon. Oui, on comptera le score à la fin de l'émission. Oui. Après, Ok. Tu es prêt? C'est parti pour Charlène et Orwen. Non, c'est Calvin et... Non, c'est Owen et Kelvin. Ah, Orwen et Kevin, excuse-moi. Alors, Égypte. Et pharaon. Monument. Pyramide. Oui. Ordinateur. Portable. Touche. Clavier. Oui. Paris. Capitale. Très bien. Volant. Guidon. Voiture. Très bien. Mare. Canard. Très bien. Voiture. Camion. Réparation. Garage. Très bien. Plage. Mer. Ouais, non, je sais pas. Appartement. Maison. Voilà. Une grosse claque là, de la part de Owen et Kelvin. Hein. Et donc on peut dire qu'Owen et Kelvin ont Ont gagné. gagné, oui. Merci aux deux. Félicitations à eux. Et cette émission est déjà finie. On se retrouve au mois de février avec un nouveau thème, des nouvelles chroniques et surtout avec les mêmes chroniqueurs. Vous pouvez nous réécouter à volonté en podcast sur radiorouest. Et oui, merci d'avoir écouté Vue 2. Chez nous. Vue 2. Chez nous. C'était Vue de chez nous, présenté par Alexandre Durvois et réalisé par Fabien Briand.